One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je rencontre Cybèle, qui est une personne solaire, engagée, nuancée, sensible, qui a soif de découverte. Je vous propose une écoute autour du voyage alternatif, de la prise de risque, de l'association communautaire Tulia, qui a été créée par Cybèle, et qui vise à archiver, sensibiliser et documenter l'histoire du travail du sexe. Cybèle, bonjour et encore merci d'avoir accepté cette interview. Je suis très heureuse d'échanger avec toi sur ton parcours et tes projets actuels. Je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Moi, je suis d'origine canadienne, j'ai vécu au Canada assez longtemps. Je viens d'un petit archipel assez éloigné, qui est assez exotique déjà pour le Canada, sur la côte Est, qui fait partie du Québec, mais je suis acadienne d'origine. Donc, la famille de ma mère est d'origine acadienne, père était québécois. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 8 ans. Et après, on est déménagé sur ce qu'on appelle la Grande Terre, dans la région de Ottawa, la capitale du Canada. J'ai une famille francophone, même si dans mon archipel d'origine, il y a quelques îles qui sont anglophones. Et la région d'Ottawa, c'est aussi pas mal anglophone. Je viens d'une famille qui était un peu compliquée. Du coup, je suis partie assez jeune de chez moi. J'avais 16 ans. J'ai eu pas mal de hauts et de bas, notamment un diagnostic de cyclothymie. Et assez jeune, en fait, j'étais confrontée à la dépression, à ces difficultés. Et j'ai quand même tenu à poursuivre des études. Et j'ai fait l'équivalent d'un BTS dans le système français, donc en environnement, hygiène et sécurité du travail. C'est ça ma formation de base. Et une fois que j'ai eu ce diplôme, je me suis permise de vivre différemment parce que je voyais bien que ma santé mentale était pas top. Et du coup, j'ai commencé à me dire maintenant, j'avais obtenu l'indépendance familiale d'un point de vue administratif. Je peux me permettre de faire des choses parce que j'ai un filet de sauvetage qui est ce diplôme. Et j'ai commencé donc à vivre un peu plus. Alors, soit faire des études pour le plaisir, et donc j'ai fait un peu des années d'université sans trop faire de diplôme, ou encore de faire du voyage en me disant c'est bon. Au Canada, on a cette vision que le CV, on peut mettre plein d'expériences dessus. On n'a pas forcément besoin d'un diplôme supplémentaire pour montrer qu'on est quelqu'un d'adaptable. Et donc, je me disais, c'est bon, je vais faire un projet de coopération internationale au Pérou. Je vais faire un échange étudiant en France. Je vais montrer que je suis flexible, adaptable, etc. Et donc, je me négociais tout ça avec moi-même en mode ce sera bon sur le CV et t'en as besoin pour survivre, parce que du coup j'avais plus aucune aide de ma famille très rapidement. Et en fait ça s'est pas passé comme ça. Ça a marché quelques années et puis à un moment je me suis bien rendu compte que la vie en déplacement ou en projet de 6 mois ou 1 an, c'était beaucoup plus facile à gérer pour moi qu'une vie où j'essayais de rentrer dans un moule. Donc je me disais toujours bon voilà, je fais ce dernier truc avant de me calmer. Et avant de me calmer, le moment où j'ai essayé de me calmer, je suis resombrée dans la dépression. Donc, ce que j'ai vu, c'est un peu de dire, finalement, ce qui fonctionne peut-être le mieux pour moi, si je peux pas moi-même rentrer dans ce moule, peut-être qu'il faut que j'adapte le moule et que finalement, je me mette dans quelque chose de plus souple qui puisse accommoder les problématiques de santé mentale. Et donc, je suis devenue nomade. Tranquillement, je me suis détachée, j'avais accumulé des trucs en appart depuis mes 16 ans et puis j'arrive à 24 ans et là j'ai recommencé à restreindre ma vie jusqu'à n'avoir que quelques boîtes stockées chez mon frère à Montréal. Et moi, j'ai passé quelques années donc en Europe, mais au départ c'était ma meilleure amie qui est gabonaise mais qui vivait à Paris et qui m'a dit alors si tu veux revenir en Europe, venir passer 2 semaines avec moi, je te paye le billet. Avec 20 ans que ça s'est produit cette histoire et effectivement la roue a tourné. Maintenant j'ai des ressources. Donc c'est ma petite nièce qui a reçu un petit cadeau là. Enfin, c'est très émouvant de repenser à ça comme ça, mais
Mais du coup, elle m'a dit, je t'invite pour 2 semaines si tu veux. Et j'ai dit, bah, ça serait peut-être bien que j'en fasse 3, comme ça j'aurais le temps de passer voir des personnes que je connais. Et en fait, finalement, ce serait le même prix finalement si je prenais 3 mois. Et en fait, je me démerde et tu vois, je reste 3 semaines avec toi. Et... Alors, du coup, j'ai pris un aller-retour de 6 mois, mais je n'ai pas pris le billet de retour. Et du coup, je suis partie avec un visa vacances-travail pour le Royaume-Uni. Donc, pour le Canada, on n'avait pas le droit de bosser en Angleterre, en Écosse, sans visa de travail ou sans visa vacances-travail. Et là, j'avais ce visa vacances-travail qui me permettait de rester 2 ans et de travailler jusqu'à 12 mois. Et donc, je suis partie en Europe comme ça pour 6 mois, entre guillemets, et j'y suis restée 3 ans et demi sans rentrer au Canada parce que j'avais pas les moyens. Du coup, il y a eu voilà plein d'aventures dans ces 3 ans où j'ai appris à vivre sans argent ou avec très peu d'argent, sur la route, en faisant du stop, en étant hébergée par les gens. Et quand je suis rentrée non pas au Canada dans un univers connu. Je suis rentrée pour faire un programme d'assistante de langue, mais à l'intérieur du Canada. Et du coup, j'ai été dans l'Arctique canadien pendant 1 an suite à ça. Donc, c'était très drôle parce que j'avais tous les gens qui m'avaient connue en tant que nomade à l'intérieur de la France ou de l'Europe de l'Ouest et qui me disaient alors, comment c'est de rentrer chez toi? Alors que je m'en allais dans une partie de mon pays qui ressemble à rien de ce que je connais, absolument rien. Il n'y a pas d'arbres, je suis au milieu des Inuits, on n'est pas du tout dans la même culture. Et j'avais aussi les autres personnes qui me disaient, mais quand est-ce que tu rentres à la maison? Et ils voulaient dire en France ou en Europe. Okay. Donc c'était assez rigolo. Et je suis restée 1 an là-bas, je suis retournée un peu aux études après, j'ai refait l'université mais sans vraiment faire de diplôme. Je suis restée sur la route comme ça, avec des allers-retours, des fois des camps de base, etc. pendant 14 ans. Ah ouais? Et ouais, à peu près, ouais. Ça dépend quand est-ce qu'on commence à compter. Est-ce qu'on commence à compter là où j'ai fait mon premier voyage de coopération internationale ou même l'année d'avant où je savais que j'aurais pas de diplôme, je sais pas. Bref, entre 12 et 14 ans selon comment on compte. Avec quand même des territoires, hein. Il y avait des endroits où j'allais plus que d'autres. Et à un moment, je me suis endettée pour un voyage en particulier. J'avais une peur bleue de l'endettement, de l'argent, voilà, j'essayais de fonctionner sans argent au maximum. Et au fur et à mesure, j'ai décidé, ok, ce projet va être ma confrontation de ma peur de l'argent, de l'endettement. Donc je me lance, même si ça veut dire que je risque de m'endetter, quoi. Et donc j'ai fait ce voyage. J'ai dépassé ma peur, mais je me suis quand même endettée. Et du coup, je me suis lancée dans le travail du sexe dans ce contexte de je règle cette dette et puis après je verrai. C'était un voyage pour quoi? C'était un rallye de vélo solaire. Ah, ok. C'est ça qui est rigolo parce qu'on me dit mais comment as-tu sombré dans la prostitution? Je dis bah c'était pour payer mes dettes de vélo solaire. C'est un peu fantastique comme histoire, mais bon voilà, c'est un petit peu la façon résumée d'en parler sans rentrer dans les détails de la psychologie derrière, parce que c'est pas juste je suis allée là-dedans, j'aurais pu peut-être réessayer d'avoir un emploi classique. Plutôt que d'aller faire du TDS, mais ça ne collait pas à l'époque avec mon cheminement. Du coup, tu as commencé à faire du TDS à partir de ce moment où tu as voulu développer ce projet, c'est ça? Mes premières expérimentations ont été faites avant le projet, effectivement. Je n'ai commencé le projet avec le TDS, mais en fait, moi, en 2012, donc, j'ai été sugar baby. J'ai fait mes expérimentations. J'avais pas un seul sugar daddy spécifique et j'étais très isolée. Mais donc, déjà à partir de 2012, et le voyage s'est fait en 2013. Et j'avais cette notion que quand j'étais en Europe, je n'étais pas TDS. C'était 2 vies complètement différentes. Et donc, j'ai fait ce voyage. Mais après, j'ai continué le TDS, le temps de rembourser mes dettes, mais aussi parce que ça subventionnait finalement mon bénévolat pour cette association du rallye pour laquelle j'ai continué à bosser, mais plutôt gratuitement. Et depuis, tu as continué, c'est ça? Je suis plus sugar baby. J'ai bien vu que je gagnais pas beaucoup d'argent. À l'époque, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent, donc c'était pas... D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent, mais je voyais bien que j'étais largement au-dessous des prix du marché et que le fait d'être sugar baby, pour moi, c'était aussi une façon de gérer la putophobie internalisée. C'est-à-dire, je me disais, bah voilà, je suis pas une professionnelle quand même. Là, c'est juste quelques échanges économico-sexuels. Bon, j'avais pas tout ce bagage-là, mais dans ma tête, c'était un petit peu comme ça, de dire, en fait,
Je me lance pas pour vrai, je peux pas me comparer aux autres escortes et pas en mode c'est dégoûtant, mais plutôt genre je suis pas à la hauteur de ces filles-là et je saurais pas faire et j'ai peur et voilà, j'étais isolée, hein, je connaissais rien, je faisais que regarder les annonces de certaines personnes et j'essayais de calquer un petit peu ce qu'elles faisaient. Mais je me disais au départ, bon, moi, la barre d'avoir un rapport tarifé a déjà été franchie, donc je me voyais déjà avec le stigmate de putain. Mais juste, je me disais, bon, c'est bon, tu te lances pas pour faire ça de façon sérieuse, donc pas si impactant. Une fois que tu as décidé de te lancer dans le TDS et que il y a ce projet qui est arrivé, et cetera, est-ce que en parallèle, tu continuais quand même à avoir, des centres d'intérêt, en parallèle de, ton travail du sexe, ce projet qui arrivait, et cetera? Bah, tout d'abord, le travail du sexe a été une activité pour moi pour subventionner les autres centres d'intérêt. Donc moi, j'écrivais des guides de voyage, notamment pour Lonely Planet à l'époque. Donc il y en a un en particulier qui avait pas mal tourné et ensuite j'ai eu des commandes. Me disant que j'avais écrit un bouquin avec 2 mecs et ce bouquin, qui est encore et toujours réédité, a été une porte d'entrée vers le milieu des guides de voyage. Mais le milieu des guides de voyage, c'est quelque chose qui ne paye pas très bien, à moins d'être extrêmement efficace. Efficace, ça veut dire arrondir les angles, ce que je ne sais pas vraiment faire. J'ai appris donc à la dure que c'était quelque chose qui n'était pas pour moi, mais j'étais très contente de l'avoir fait. J'ai fait le tour du Québec, notamment pour faire une mise à jour de guide, mais je suis allée dans des coins éloignés et je voyais bien que ma tchatch, tout mon apprentissage du voyage alternatif m'avait donné des outils qui faisaient que j'étais hyper efficace sur le terrain. Mais la rédaction, c'est quelque chose d'assez solitaire et il faut être scrupuleux et organisé. Et moi, en fait, j'avais écrit un bouquin avec d'autres personnes. Et maintenant, ce que j'ai appris de moi-même, c'est que j'aime écrire, mais avec d'autres personnes. J'aime être dans le partage de connaissances, la confrontation des points de vue, la collaboration, construire sur les recherches des autres, etc. Donc, c'est quelque chose que je connais de moi-même. Quand on écrit pour un univers capitaliste, on est en équipe, certes, avec l'éditeur ou les techniciens, mais c'est pas la même chose. Il faut être dans l'efficacité, quoi. Et ça me convient pas vraiment sur le long terme. Je suis contente d'avoir fait cette expérimentation-là et je suis très fière d'avoir bossé pour Lonely Planet. Mais moi, l'écriture, c'était, je voulais permettre de montrer des choses qui n'étaient pas montrées en temps normal et pas forcément produire des guides. C'est limité pour moi. Ouais, je comprends. Mais dans mes centres d'intérêt, je suis devenue coordinatrice donc du rallye de vélo auquel j'avais participé. Ça, je suis restée pendant au moins 6 ans coordinatrice. J'ai toujours gravité pendant longtemps. C'est encore moi qui gère le site web de ce rallye, donc je suis restée dans l'espèce de nébuleuse autour de ce rallye assez longtemps, donc ça me prenait mes étés. Mais j'étais plus celle qui voyage, j'étais celle qui aide à montrer le voyage des autres et qui donne un coup de pouce, quoi. Plutôt alternatif. Alors je continuais, j'avais un blog sur l'autostop aussi. Donc, c'était comme ça que j'avais été un petit peu repérée, connue par Lonely Planet, entre autres, ou par le rallye de vélo solaire. J'étais blogueuse voyage, mais j'étais pas une meuf de l'image, j'étais vraiment une meuf de l'écrit et de l'expérience. Et du coup, de filmer, de mettre en scène, de prendre des photos, c'était pas du tout mon truc. Et même limite, ça me blasait parce que je voyais le milieu du blog évoluer vers, il faut se mettre en scène, etc. Et moi, quand je voyageais pour être avec les gens en direct et pas être devant une troisième personne qui est ce public pour lequel on se met en scène. Je trouvais ça très, très compliqué, en fait, cette notion de mise en scène. Je voyais pas le blogging comme un métier, mais plutôt comme une passion, une activité, une occasion de faire des études sans faire des études. Je disais, voilà, j'ai fait mon doctorat sur l'autostop. Je n'étais pas ralliée à aucune institution, mais je lisais absolument tout ce qui passait, vraiment en monomaniaque. Pendant quelques années, vraiment plus, à dire, bon, le TDS, c'est une activité qui vient m'aider à faire tout ce reste du travail parce que ça m'assure d'avoir un toit sur la tête les moments où j'arrive plus nécessairement à voyager, et ça m'assure d'avoir de la nourriture, ça m'assure d'aider aussi ma petite sœur de cœur qui a dû quitter son mec violent et donc voilà, lui donner les moyens financiers de partir. Ça a été un gros morceau dans mon histoire, dans mon parcours TDS. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a toutes ces notions de toi, qui tu es en tant que personne et en fait, la case dans laquelle on essaie de te faire rentrer. Là, je parle autour du blogging, et cetera. Et alors, c'est ma perception, hein, peut-être que je me trompe, mais il y a toujours cette volonté de ta part de t'extirper un peu des cases dans lesquelles on essaie de te mettre. Je pense que ça peut être vrai. J'ai peut-être un caractère d'électron libre, c'est peut-être un peu cliché de dire ça comme ça, mais en fait, j'ai jamais été très à l'aise dans des activités commerciales ou dans des activités d'employés.
Et on me dit souvent, par exemple, ah, mais tu devrais travailler pour tel asso, tu devrais être employée, tu devrais postuler pour être coordinatrice de machin. Et en fait, les jobs salariés du milieu travail du sexe, par exemple, même si je peux en avoir les compétences, ne m'intéressent pas parce que pour moi, ils sont complètement associés avec justement un engagement profond envers la structure et des horaires de travail, une exigence de productivité. Et en fait, ça serait très dur pour moi de tenir la pression de ça avec mes expériences de santé mentale. Je sais qu'au contraire, le TDS, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable pour moi, beaucoup plus flexible, lié à ma santé mentale et mon parcours. Et du coup, la liberté que j'ai en demeurant bénévole, en choisissant très exactement les sujets sur lesquels j'ai envie de me concentrer, tant qu'on me dit, bah voilà, tu as eu un super... voilà, je suis assistante sexuelle aussi, accompagnante sexuelle. Ok. Mais en gros, j'ai eu un reportage qui a énormément fait le buzz en 2020, en mars 2020. Février, pardon, 2020. Et suite à ça, c'était vraiment, on a voulu me placer dans la case combat pour l'accompagnement sexuel, pour l'accessibilité de la sexualité, pour les personnes en situation de handicap. Et je dis pas que je suis contre ça non plus, mais c'est pas mon combat. Et on a essayé de me mettre en porte-étendard de ça, alors qu'en fait, c'était mon activité et j'étais prête à en parler, ce qui ne veut pas dire que je suis prête à prendre un étendard en permanence pour parler et surtout pour porter les discours qu'on a envie que je porte. Moi, ce que je trouvais intéressant à l'époque, quand j'ai été publicisée, c'était que beaucoup de gens m'ont critiqué, et les critiques, il y avait des trucs très intéressants dans le domaine de l'antivalidisme, c'est-à-dire de la lutte contre les discriminations envers les personnes handicapées. Et moi, j'avais envie qu'on me dise attends, quel truc as-tu pensé à? Alors, j'avais vraiment eu la même attitude vis-à-vis du TDS. Est-ce que tu as pensé à ça? Et est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train de faire une grosse bourde? Et j'aimais bien justement ce fait qu'on me ramène à des questionnements qui m'avaient peut-être échappé pour être capable de prendre des postures de plus en plus proches de mes valeurs à moi et dire, bon, ok, moi, je suis contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap et c'est pour cette raison que je ne me laisserai pas instrumentaliser, que je vais essayer de raffiner, de rajouter de la nuance dans le discours sur l'accompagnement sexuel, de rajouter de la nuance dans le discours sur les TDS. Et je pense que cette indépendance-là me va très bien. Ça me permet d'être très alignée en fait entre mes actions et mes valeurs. Là, tu viens de parler de valeurs. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes valeurs? Je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt dans la nuance. Je vais pas cracher sur la radicalité. Je pense que être radical, c'est aussi une posture très intéressante et ce sont des personnes radicales qui m'ont le plus questionné sur ce que je pouvais porter. Et c'est très important. Mais moi, en tout cas, je suis la voie du milieu. Voilà, je suis bouddhiste aussi. Donc, ça influence un peu ma façon de voir les choses. Et je cherche du coup à non pas toujours marcher dans la voie du milieu ou dans le juste milieu, mais peut-être m'assurer que les gens puissent entendre, même s'ils sont pas d'accord avec moi, qu'ils puissent entendre ce que j'ai à leur dire et peut-être qu'on puisse se faire évoluer mutuellement sur nos postures. Et c'est très compliqué peut-être d'être dans le milieu de nos jours, de ces dernières années, parce que on a ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton qui s'est déplacée, c'est-à-dire que voilà, ce qui pouvait être le milieu, maintenant pour être assimilé, on se retrouve avec parfois de l'extrême droite au milieu, voilà, des positions très radicales qui sont présentées comme un milieu, et ça déplace le débat à des endroits où on ne veut pas forcément se positionner. Donc c'est une posture compliquée de faire attention au process et d'interroger, de porter de la pédagogie, d'essayer de réfléchir à son monde idéal. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important pour moi, de me re-questionner, quand je prends des positions fermes, il faut vraiment qu'il y ait derrière quelque chose de réfléchi, que je sois très très assurée derrière cette prise de position. Et sinon je préfère dire je ne suis pas versée dans ce domaine. Voilà, on me demande par exemple de prendre des positions fermes sur la prostitution des mineurs ou sur des questions migratoires. Je suis peut-être plus informée que la moyenne des gens, peut-être plus informée que la moyenne des TDS sur ces questions, mais je ne considère pas que j'ai une expertise suffisante pour venir prendre des postures hyper fermes. Alors, ce que je vais dire, j'ai cette position, je suis ouverte à débat, et surtout, voici les postures des assos que je considère les plus crédibles, qui ont de l'expérience, qui ont des retours à faire, et je pense que ces gens-là, on doit les écouter, et du coup, je leur accorde beaucoup de crédibilité. Je vais toujours
fonctionner un petit peu comme ça. Et dans mes autres valeurs qui sont peut-être non négociables, il y a le féminisme. Je suis féministe de base. Je suis devenue antivalidiste au contact de personnes antivalidistes, donc les discriminations envers les personnes handicapées. Et je suis libriste. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Ça veut dire je veux que la connaissance soit le plus libre possible, le plus accessible possible. Et du coup, la plupart des contenus que je vais créer vont être sous une licence, comme on appelle en droit du droit d'auteur, Creative Commons. Et pour donner un exemple qui parle peut-être à tout le monde, Wikipédia. Et c'est très rigolo parce que j'ai une collègue qui m'a surnommée Wikiputia. Ce que j'ai envie de faire, c'est de libérer au maximum les savoirs qu'on a, de faire de la vulgarisation, d'indexer, de documenter, de permettre aux gens de partager ces connaissances, de s'éduquer eux-mêmes avec autant d'autonomie que possible. Et je suis devenue un peu Wikiputia à force. Moi, j'avais noté la putarchie. La putarchie, c'est une variation sur le thème de la putophobie, donc des discriminations envers les travailleurs et travailleuses du sexe. Mais c'est la partie peut-être plus internalisée qu'on a, nous, à l'intérieur de la communauté TDS ou les communautés TDS. C'est-à-dire qu'on va dire, moi, je fais ceci, mais c'est pas comparable à cela. Et là, on va se différencier de d'autres types de travail du sexe en disant mais moi ça n'a rien à voir, et on va mettre l'accent sur ce qui fragmente nos solidarités, parfois pour montrer aux gens que ce qu'on fait est plus acceptable, parfois pour se protéger des attaques anti-TDS. Voilà, un bel exemple, c'est de dire oui, mais moi je l'ai choisi, ça n'a rien à voir avec les meufs migrantes qui sont dans la rue. Bon, on vend notre cul de base. Il y a quelque chose à voir quand même, mais oui, il y a des différences. Mais moi, ma solidarité, je veux pas qu'on l'attaque, celle avec les personnes qui sont moins privilégiées que moi dans le TDS. Et souvent, moi on le dit parce que les accompagnantes sexuelles sont très haute dans la putarchie, parce que l'opinion publique a tendance à dire il en faut des personnes comme ça. Bon, on disait ça aussi sur les prostituées à certaines époques, moins maintenant. Mais il en faut un peu la mère Teresa du cul qui se sacrifie pour donner des branlettes à de pauvres petits handicapés qui ne peuvent pas le faire tout seuls. Voilà, il y a une vision hyper misérabiliste, hyper gluante. C'est clair, je suis d'accord. Ouais, et la camgirl est aussi une personne qui est mieux vue en général que la prostituée. Elle ne couche pas avec le client. Le client est la personne qui va avoir son image, c'est le spectateur. Et là, on peut se poser plein de questions parce que maintenant, le spectateur, il participe en donnant des interactions, en proposant des choses à faire à la camgirl. Donc, c'est plus comme dans le porno strictement, on filme et c'est envoyé au spectateur. Maintenant, il y a plus d'interactivité avec le client. Mais il y a quand même cette idée que elle au moins, elle couche pas, elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été souillée par. Ouais, j'ai l'impression que ça évolue avec les générations quand même. Pour eux, que je fasse du réel ou que je fasse du virtuel, il y a toujours les mêmes stigmas qui reviennent, les mêmes images. Moi, de mon expérience, pour eux, une pute, ça reste une pute, que ce soit à travers un écran ou voilà. J'ai vu ces trucs-là changer durant la crise Covid en particulier, parce que la crise Covid a tellement fragilisé tout le monde que énormément de gens sont passés juste en mode survie. Et on a vu vraiment des TDS virtuels aller beaucoup plus vers le réel, des TDS en réel essayer de survivre en rajoutant le virtuel à leur cas. Et l'interpénétration des différents métiers du sexe s'est accentuée. Il y avait des meufs de rue qui ont commencé à créer des comptes sur les sites d'escorte pour essayer de rajouter des possibles dans leur visibilité aussi. Et donc, on a développé diverses compétences où parfois on a dû faire avec tout ça. Et il est apparu à peu près à la même époque cette notion de prostitution 2.0, proxénétisme 2.0, pour parler des personnes qui avaient des OnlyFans, du TDS virtuel, etc. Moi, c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, sur Internet en tant que TDS, pour voir qu'il y a eu ces changements-là qui se sont opérés, où là, les personnes ont commencé à s'appeler cyberputes ou cyber-TDS ou télé-TDS. Alors qu'au début, non, c'était des personnes qui avaient des plateformes, qui étaient modèles photos, et les modèles photos, il y avait vraiment une grande distinction, des modèles vidéo, beaucoup d'actrices porno ne se considèrent pas travailleuses du sexe, par exemple. Donc ça, c'est des évolutions qu'il y a eu forcément parce que ça s'est accéléré avec les confinements, avec la grosse crise économique qui a frappé les TDS. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça vient questionner un peu la définition de ce que c'est une travailleuse ou un travailleur du sexe, quoi.
Et c'est vrai qu'en fonction de l'expérience de chacun et de chacune, c'est pas une définition qui est posée, alors que, enfin, c'est ma définition. Moi, je pars du principe qu'à un moment donné, quand tu commences à te masturber sur quelqu'un, c'est que ça et que cette personne est payée pour ça. Ça devient du travail du Ouais, sexe, tu vois. bien sûr. Il y a quelque chose de sexuel. Du coup, c'est du travail du sexe, quoi. Moi, j'avais trouvé ça, je vais l'avouer, hein, j'avais trouvé ça difficile de voir l'expression TDS autant réappropriée par des modèles photos et vidéos, parce que le mot TDS, à l'origine, avait été créé par des personnes qui exerçaient la prostitution pour se défendre. Et là, je voyais plein d'articles dans les journaux où des TDS s'exprimaient et ils étaient présentés, voilà, on disait, on a interviewé 10 TDS, mais en fait, personne faisait du réel. Et du coup, ça faisait un shift, vraiment, un déplacement de termes TDS vers des personnes qui ne vivent pas les lois anti-prostitution, des personnes qui ne vivaient pas, à cette époque-là, en tout cas, le stigmate de la même façon. Et sur le coup, à l'époque, moi, je trouvais ça difficile de voir toutes ces personnes-là reprendre d'une façon hyper joyeuse. Ah ouais. Il y avait ça parce que une des parties de la putarchie, de la lutte contre la putophobie, c'est qu'au départ, dans notre discours, on va beaucoup présenter ce qui va bien. On va moins mettre l'accent sur ce qui va mal. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué avec l'autostop aussi, hein. Donc, on va vraiment se concentrer sur ce qui va bien dans nos communautés, parce que ce qui va mal, déjà, tout le monde le pointe. C'est déjà tout le monde extérieur à nous va avoir tendance à en parler. Et nous, on veut dire, mais non, on n'est pas toutes violées dans notre enfance. Bon, voilà. Ouais. On n'est pas toutes comme ça. Moi, d'ailleurs, j'adore mon métier. Et ça, politiquement, c'est très mauvais, mais c'est un réflexe d'essayer de se défendre contre toutes les attaques à partir de ça. De la même façon que moi, quand je faisais de l'autostop toute seule, je disais, mais non, moi, il n'y a pas beaucoup de risques parce que je sais ci et ça. Alors qu'en fait, j'étais tout aussi exposée à des risques de violence sexuelle, à kidnapping, à des choses comme ça. Donc, on essaie de rassurer les gens autour de nous en ramenant un peu de choses positives. Mais c'est vraiment une stratégie de survie à l'intérieur d'un truc hyper stigmatisé. Je reviens sur l'autostop, dans le sens où j'ai fait que de l'autostop depuis toute jeune. En fait, ma mère a fait l'Europe en autostop. Du coup, quand elle m'a eu, en fait, on s'est déplacé que comme ça, et elle m'interdisait de faire du stop seule. Alors que elle l'avait fait pratiquement toute sa vie, tu vois. Et ça rejoint un petit peu l'idée de ce que tu disais, comme quoi on le fait, mais derrière on a cette idée il y a quand même des dangers. On s'en rend pas compte quand c'est pour soi-même, mais quand c'est pour les autres, on essaie un petit peu de nuancer ou de préserver. En tout cas, moi je le perçois comme ça de ce que tu dis sur l'autostop. Moi ça me fait vraiment écho. Je me souviens de l'époque. Donc moi j'ai commencé à faire des conférences sur le voyage alternatif aux alentours de 2007. Voilà, ce qui me rajeunit pas, mais donc en 2007 et 2010, j'en avais fait pas mal. Et à l'époque, c'est vrai que on était pré-MeToo. Et donc sur les violences sexuelles, on parlait assez peu encore du victim blaming et des mécaniques qui étaient dedans. Mm-hmm. Moi, quand je faisais des conférences sur l'autostop au féminin, j'avais déjà ramené cette notion-là qui venait de l'anglais, hein, victim blaming, blâmer la victime, mais parce que moi-même, je m'étais rendu compte que j'avais adopté, à certains moments, pour me défendre, ce genre de discours. C'est-à-dire que j'essayais d'analyser qu'est-ce qui s'était mal passé, par exemple, sur le meurtre d'une autostoppeuse en Turquie, qui a été beaucoup médiatisée et qui, moi, a beaucoup marqué mon parcours. Donc, Pippa Bacca, une artiste italienne. J'ai fait du stop en Turquie, en solo aussi, après ça. Mais à l'époque, j'essayais de disséquer ce qui s'était passé. Et donc, on cherche pour se rassurer à voir ce qui nous distingue de ce qui s'est passé chez l'autre. Et pour voir un peu, est-ce qu'elle a fait des erreurs ? Est-ce qu'il y a des facteurs sur lesquels je pourrais avoir une influence ? Et dans le TDS, je me pose les mêmes questions pour me protéger. Sauf que c'est très facile de basculer et de dire moi, il m'arrivera rien parce que je mets en place ces choses-là que la victime n'a pas fait. Alors qu'en réalité, la victime, elle est tombée sur un criminel, elle est tombée sur une personne violente. Et ça peut nous arriver tout le temps. C'est une question de probabilité. Il y a des trucs sur lesquels on a un peu d'influence, mais on n'est pas à l'abri. Et maintenant, je suis très sensible à ce genre de discours de victim blaming qu'on émet parfois juste pour se rassurer. Il y a quelques semaines, je regardais donc un vieux reportage sur la prostitution où il y avait Griselide Dirréal, donc une figure littéraire et militante de la prostitution dans les années 70-80, voire 90.
Et Griselide Réal, elle expliquait, voilà, je pense que c'est les personnes qui ont été tuées ou agressées, elles avaient eu peur, et l'agresseur a senti la peur, et il a su, avec l'odeur de la peur, voilà, que la victime serait une victime. Et je suis devant ça, je fais « Oh mais non, Griselide, dis pas ça !» Mais voilà, maintenant, on a beaucoup déconstruit ça dans le mouvement MeToo, notamment, collectivement. Et on peut plus dire ces choses-là comme ça. On a compris les mécaniques de défense intériorisée. Et je trouve ça génial de pouvoir justement mettre en abîme à la fois le TDS et l'autostop. Moi, je vois plein de liens dans la gestion des situations, des VSS et dans l'idée qu'on se met en danger aussi, qui est perçue, et notre rapport à l'agression, quoi. Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que ce que tu as dit sur le fait que permettez à l'autre d'être une victime, ça, je l'ai entendu d'une collègue il y a quelques temps qui m'expliquait qu'elle était allée voir sa psy et que, bon, elle a été, sans rentrer dans les détails, elle était victime de violences conjugales, etc. Et que sa psy lui avait dit, mais en fait, vous lui avez permis que vous deveniez sa victime. Par tel et tel mécanisme, etc. Et moi, je me rappelle que lorsqu'elle me l'avait dit, elle m'avait raconté cette séance de psy et tout, ça m'avait choquée. Et en fait, elle avait totalement intégré, accepté. Pour elle, c'est une réponse en fait à son inconscient ou son conscient de pourquoi elle avait subi ces violences pendant tant d'années, alors que pour moi, derrière, j'avais été choquée du raisonnement qu'elle avait là-dessus et qu'elle avait accepté ce que sa psy lui avait expliqué, etc. Du coup, ce que tu me dis, ça me parle vraiment. La deuxième chose, cette opinion, en fait, ces croyances sur la femme fragile et vulnérable, qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que ça fait un peu parallèle entre le TDS, mais aussi l'autostop, le voyage alternatif, c'est que les femmes qui voyagent sont vulnérables, quoi, tu vois, sont fragiles. Est-ce qu'il faut dépasser ça? Est-ce qu'on doit quand même rester sur nos gardes, comme un peu ce que tu disais tout à l'heure? C'est des archétypes sexistes, hein. Et moi, quand j'étais voyageuse alternative, solo, j'étais pas féministe, j'avais aucune culture politique féministe, c'est venu beaucoup plus tard. Et ouais, j'étais pas forcément prête à analyser les choses. On me parlait de, oui, mais toi, en tant que femme, si et ça, et moi, c'était en tant que personne, je vis ça et ça et ça. Et donc, on m'avait reproché, parce que mon nom de blog, c'était Globe Stoppeuse, on m'avait reproché de l'avoir mis au féminin et de pas vouloir être cantonnée au genre féminin. C'est-à-dire que je développais une expertise sur l'autostop, je lisais tout ce qui se passait, toutes les publications scientifiques depuis déjà de nombreuses années, mais sur tous les genres en fait, sur la criminologie, sur la géographie, et à chaque fois on me disait on interviewait machin pour le stop et toi on t'interviewe pour le stop au féminin. Et j'avais envie de dire, mais moi je suis pas au féminin nécessairement, c'est-à-dire que je suis femme, ça fait partie de ce que je fais, mais qu'est-ce qui est au féminin dans ce que je fais? Et c'est vraiment, il y a eu une conférence donc que j'ai donnée en 2017, où j'avais vraiment réagi à qu'est-ce que les gens attendent de moi quand on me demande de venir parler du stop au féminin. Et ce que j'avais compris après, c'était que les personnes qui viendraient, c'est parti de la fin en fait. Si moi j'étais une personne qui voyait une affiche autostop au féminin, conférence, qu'est-ce que je viendrais chercher dans cette conférence? Et donc je suis partie de cette idée que ce que j'aurais besoin, c'est de savoir que c'est possible, de savoir qu'il y a des modèles, qu'il y a des personnes qui l'ont fait, qu'il y a des personnes qui choisissent de s'exposer à des risques. C'est comme ça que je l'analyse, hein. Il y a des risques, mais il y a des risques dans l'existence, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les activités qu'on fait. Et même si on reste à l'intérieur de chez soi, on risque la sédentarité, le cancer, voilà, plein de trucs. Mais on prend des risques. Et je pense que c'est ce qui est intolérable dans cet archétype de la femme fragile et vulnérable, c'est de dire, vous n'avez pas le droit de prendre des risques. Vous avez un devoir de rester pur, de rester en sûreté, cantonné à ce rôle qu'on attend de vous. C'est donc une façon de contrôler les femmes, de leur dire vous n'avez pas le droit de prendre des risques. L'aventurier, lui, il a le droit de prendre des risques et on glorifie ça. Hein, Into the Wild, c'était le gros film de l'époque du mec qui a été con et qui est allé s'isoler tout seul et qui en est mort. Et plutôt que d'aller chercher du collectif. Voilà, moi c'était le truc que je voyais comme enseignement de cette histoire et ce film, alors que tous les mecs étaient là et disaient on va partir sur la route tout seul, nous aussi, pour être comme des cons et mourir tout seul. Et je me disais, mais moi aussi, j'aurais le droit, comme Isabelle et Bernard, de partir à l'aventure et de mourir sur l'aventure. On n'en parle pas. Parce que là, on la voit, la connerie de risquer sa vie et de mourir sur la route. Quand c'est quelqu'un qui est de sexe féminin, voilà. Et on l'avait vu avec Lipa Baka, mais qu'est-ce qu'elle allait faire? À faire du stop toute seule en Turquie.
mais c'est quoi cette folie de faire ça? On lui avait pas dit que c'était dangereux, elle avait pas écouté, elle avait pas donc forcément, c'était de sa faute. Et ouais, je pense que justement, les femmes ont le droit de choisir de prendre des risques dans leur quotidien et on devrait pas leur reprocher de prendre ces risques parce que c'est ce qui nous construit de prendre des risques. C'est ce qui nous permet de nous révolter, c'est ce qui nous permet de nous battre, c'est ce qui nous permet de faire, du monde un monde un peu plus proche de nos valeurs, justement. En fait, on a vraiment un conditionnement de la société, bon ça on le savait déjà, hein, mais homme-femme et encore plus sur quel risque en tant que personne, comme tu dis, on a le droit de prendre ou pas quoi. En tout cas, je parle pour moi en tant que femme, il y a beaucoup de risques qu'on décide de m'enlever, alors que effectivement, comme ce que tu disais, je trouve ça très juste, c'est l'expérience et les risques qui font que derrière on arrive à se construire quoi. Et à évoluer juste en tant que personne. Donc ouais, je trouve que ce que tu dis, c'est super pertinent. Quoi. Déjà dans mon parcours personnel, je suis une personne donc qui a souffert de la bipolarité et j'avais entendu à la radio et il y a eu un gros déclic dans ma vie au moment où j'ai entendu à la radio, voilà, si vous avez fait un épisode dépressif majeur, vous avez 30% de chances de mourir par suicide. Et là, 2 épisodes, 30% et 3 ou plus, 30%. Et c'était énorme. Je me souviens même pas du détail, mais j'étais dans un épisode de dépression majeure. J'étais enfermée dans ma petite chambre étudiante depuis 3 semaines. Je me suis rendu compte d'un truc en dessinant et j'ai eu une espèce de révélation. En fait, si mes probabilités de mort par suicide sont si élevées et que j'arrive à ne pas me suicider, je suis presque immortelle. Et en fait, je peux me permettre de prendre un risque. C'est quoi la différence entre me rendre sur la route et y être, y mourir parce que j'ai pris un risque, ou voilà vivre un sport extrême et y mourir parce que j'ai pris un risque, ou mourir de la douleur, de ma vulnérabilité mentale. Bah au moins il y en a un dans lequel j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai vécu des choses grandioses de mon point de vue. Et du coup, je me suis dit, mets toute ton énergie à ne pas mourir par suicide. Prends cette résolution que tu le feras pas et sois patiente avec toi-même quand tu as cette envie de mourir. Essaye de survivre au maximum. Mais en échange, vis vraiment une vie qui te ressemble et prends les risques que tu as envie de prendre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la route longtemps. C'est ça qui me ramenait, même quand j'avais des grandes difficultés, même quand j'ai vécu des moments d'agression ou de kidnapping, ce qui a été le cas, de dire, bon, bah voilà, tu es en train de vivre ce que tu voulais vivre. Au moins, tu passes pas à côté des choses. Et ça, c'était devenu une plus grande peur pour moi, de passer à côté des choses avant de mourir. Avec toute cette force avec laquelle j'ai résisté au suicide, je ne pouvais pas me permettre de ne pas vivre de grandes choses. Dans une interview, tu as dit que les femmes s'envisageaient pas encore facilement comme moteur de leur vie. Est-ce que voyager seule, ça a permis de développer cette estime de toi? Je pense que voyager seule m'a donné plein de compétences de gestion de situation et m'a permis de comprendre aussi que je n'étais pas qu'une personne dépressive. Il y avait des moments où j'étais capable de faire beaucoup de choses et c'était apprécié. J'avais de la difficulté à garder un emploi. Ça m'a permis de m'émanciper un peu du capitalisme, en tout cas pendant ces années-là, savoir que je pourrais toujours me démerder avec assez peu. Donc c'est vrai que pour l'estime de moi, c'était bien, pas émancipée de tout le capitalisme, bien entendu, mais plus l'idée que je serais capable de renouer des liens et que c'était ça ma grande richesse et la richesse de l'humanité, je pense aussi. Ouais. En 2018, le 28 mai plus exactement, t'écris un article sur ton site, Globe Stoppeuse, où justement l'intitulé de l'article c'est La clé dans la porte. Et je me suis demandé si c'était le moment où tu mettais tout en parallèle et que tu essayais de faire de toutes ces vies différentes une seule et même chose. C'est peut-être parce que j'ai dû mentionner l'intérêt pour le travail du sexe dans cet article. Est-ce que c'est possible? La question. Parce que c'est vrai que j'essayais de mettre la clé dans la porte de ce blog où vraiment je me rendais compte que j'étais plus en train d'alimenter, que ma vie était de moins en moins axée sur le voyage. Je venais de reprendre le travail sexuel en 2018, post-émigration, parce que j'ai émigré, donc je me suis mariée en France en 2016. Et j'ai mis en pause le travail sexuel. Bon, à l'époque, je me disais, je prends ma retraite, mais bon, voilà ce que c'est. Ça m'a beaucoup manqué, le travail du sexe et l'autonomie financière, bien entendu. Et ma santé se dégradait également. Je commençais à avoir des douleurs chroniques. Donc, l'écriture devenait de moins en moins accessible parce que j'avais moins de concentration. Rester assise longtemps était compliqué.
et j'enseignais l'anglais. J'avais pas encore des papiers en France. J'ai passé plus d'1 an en France sans papier. J'avais pas le droit de travailler de façon classique. Donc, je restais précaire, mais en sécurité par mon mariage. Et à l'époque, j'ai décidé de me relancer dans le travail du sexe en 2018. Je crois justement en mai 2018. Parce que légèrement pompette le soir de mon anniversaire, je me suis retrouvée à dire à mon mari aussi que ça m'avait manqué, que ce métier-là me manquait, que j'avais sacrifié ce métier en acceptant de le laisser de côté. Et disons que pour quelqu'un qui se prend pour Richard Gere en train de sauver Julia Roberts, je dis pas qu'il était comme ça, mais c'est un archétype qui rend difficile de faire autrement que de dire bon ben voilà, tu veux pas faire ça toute ta vie, je vais t'aider à t'en sortir. Ben là, d'entendre en fait j'ai sacrifié ça pour toi, pour être avec toi, c'était quelque chose d'un peu mindfucking. Voilà, ça lui changeait complètement le point de vue. Et là, à ce moment-là, le site web de Cybèle L'Espérance existait toujours. Je l'ai jamais supprimé. Hein. J'ai dû acheter le nom de domaine genre un 24 décembre 2012, un truc comme ça, ou 2013. Et j'ai gardé ce nom de domaine depuis. Et là, j'ai réactivé ça. Je me suis inscrite à la PAS, à la formation de l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Donc à ce moment-là, quand j'ai écrit cet article, je savais ça. Je savais que j'étais en train de me diriger vers l'accompagnement sexuel, vers une partie du TDS que je ne connaissais pas. Et au lieu de voyager en bougeant, maintenant, je voyageais dans l'humain. Et je trouve ça génial de changer de... En fait, j'avais changé de type de voyage, mais l'attitude de la personne qui se dit le monde est éminemment complexe et beau et j'ai envie de le découvrir. Il avait changé d'échelle, tout simplement, et je continuais à voyager dans la psyché humaine, dans la bonté des gens, dans leurs difficultés. Du coup, ça a marqué, je pense, cette transition où je me sentais plus obligée de revenir, de répondre à toutes les sollicitations que j'avais en tant qu'experte du voyage alternatif. Et je commençais à dire non, mais maintenant, mon activité, ma vie maintenant, c'est le TDS. Et c'est OK, et je vais être à visage découvert. Voilà, j'ai changé de point focal, on va dire. Ouais, t'as changé de point focal, mais la lumière est toujours autant sur toi. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur Lyon. Je savais pas le poids que tu avais dans la communauté. Et c'est au fur et à mesure que j'ai découvert. Et quand j'ai écrit justement la trame là sur laquelle on est en train de discuter, l'interview, en fait j'ai découvert des choses, tu vois. Je me suis dit mais en fait Cybèle c'est pas juste ça, Cybèle c'est aussi ça, c'est aussi ça. Et j'ai l'impression que tu as une multitude de casquettes et quand tu mets une casquette, la lumière se pointe directement sur toi. Alors peut-être que tu as un pouvoir d'attraction. Je ne sais pas. Je pense que j'ai un peu de leadership accidentel. Et je dis ça parce que bon, j'ai été impliquée au STRAF, hein, le syndicat du travail sexuel, mais je me suis retrouvée très impliquée accidentellement. Et j'ai pris le leadership à une époque où ce qu'on m'a dit, c'est quand j'avais fait le tour de l'équipe. Donc je contextualise, c'est la sortie de confinement. Bon, j'ai été sur le CA une année et là j'avais annoncé à tout le monde que je serais plus au conseil d'administration parce que je souhaitais faire du travail de fond, ce qui est ce que je fais maintenant. Mais à l'époque, on est à la sortie du premier confinement et là, drame, à l'intérieur du STRAS, on a un suicide, on a un départ d'une personne qui était notre employée, sachant qu'on avait 2 employés. Voilà, c'était une situation extrêmement dramatique. Et là, tout le monde est par terre. Et moi, je me dis, voilà, j'ai un toit sur la tête. Qu'est-ce que tu fais à quitter le navire maintenant? Si tu pars, il restera que 3 personnes dans le cœur du truc. Et ces 3 personnes-là, il y en a plusieurs qui sont dans un très mauvais état. Et du coup, je me suis retrouvée à prendre le secrétariat général du STRAS, ou comme je disais à mes copines du Québec, à devenir Miss Pute France. Je me suis dit, ça y est, t'es grillée, de toute façon, t'as été vue. Alors, le reportage de France 3 sur l'accompagnement sexuel avait été vu par plus de 20 millions de personnes à ce moment-là, plus de 40 millions maintenant. C'est déjà un visage un peu connu, tu t'es servi de ça pour faire des rendez-vous de plaidoyer. Alors, j'avais pas envie d'aller voir les ministères, mais j'avais Eva Bosch derrière moi, qui à l'époque travaillait pour la Fédération Parapluie Rouge, la fédération des assos
de TDS et qui me tenait limite le fouet en me disant non mais Cybèle, tu vas être super bien. Et paf, on rencontre 4-5 ministères en un an. Faire des rendez-vous politiques, c'était pas du tout mon truc. Mais qui est-ce qu'il y avait pour les faire à ce moment-là, alors que le mouvement est sous une pression énorme, que ma partenaire de militantisme à Lyon venait de perdre son logement au début de la pandémie. Donc voilà, il y avait des disparitions, des gens qui décédaient, il y avait une urgence énorme. Et donc, en étant assez organisée, en ayant eu du temps et de la protection, il faut dire que moi j'étais déclarée, donc j'ai pu avoir aussi les aides pour les entrepreneurs, pour les professions libérales. J'ai eu toutes ces aides-là qui m'ont gardé un toit sur la tête, qui m'ont beaucoup sécurisée, en plus d'être mariée, d'être dans un foyer assez stable. J'étais extrêmement privilégiée et j'avais la capacité de le faire. Donc, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette position. J'ai pas voulu y être, mais je pense qu'il fallait le faire. Je l'ai fait un an, je l'ai fait autant que je pouvais. Après, je suis devenue porte-parole parce que je savais déjà bien le faire et je trouvais que c'était intéressant. Comme tu dis, j'avais déjà le réseau de contacts. J'avais déjà le point focal qui avait été mis sur moi avec l'accompagnement sexuel et je me servais de ça pour dire aux journalistes, mais vous savez, le stress, le mouvement militant TDS, nos revendications, de mettre un pied dans la porte à partir de l'intérêt qui m'était porté sur l'accompagnement sexuel. Et alors, ma question, c'est, est-ce que tu t'es dit, il faut que je prenne du recul et que je me concentre sur d'autres choses? Les choses ont été plus compliquées que ça. Notamment, donc, on a été dans ce contexte de crise et de confinement, et j'aurais envie de dire qu'on l'est encore, hein, mais moi, j'ai remarqué très rapidement que le milieu militant TDS, c'était comme le sommet d'une allumette qui brûle. Voilà comment je l'ai toujours caractérisé, c'est-à-dire que on te demande d'être au sommet de l'allumette, mais c'est en train de brûler, et tu es en train de te brûler en permanence. Donc ce que tu as, surtout au niveau national, quand tu milites, c'est une vision globale sur l'ensemble des violences que subit ta communauté. Tu es au courant d'énormément d'agressions. Moi, je fais de la veille média aussi, donc je les vois apparaître dans les journaux. On te demande de compter qui est décédé, qui a été assassiné cette année. Voilà, ça c'était une des choses que je trouve extrêmement difficile. À chaque fois qu'on a le 17 décembre, la journée internationale de lutte contre les violences, comme moi je l'avais fait une année de recenser les décès, on s'est tourné vers moi pendant les 4 années suivantes. Donc voilà, il y avait ce côté-là. Et moi, c'est sûr que je disais toujours, je cherche à empouvoirer des personnes pour qu'elles viennent militer et qu'elles viennent regrossir les rangs pour que moi je puisse m'enlever du leadership. Mais c'est un milieu dans lequel on est sous tension en permanence, et la mise sous tension en permanence amène aussi des rivalités, des situations de tension intracommunautaire. Je pense que la structure dans laquelle je milite a beaucoup de violences structurelles liées à tout ça. J'ai subi des formes de harcèlement, des formes d'exclusion à l'intérieur même du truc, qui ont été très compliquées, qui m'ont beaucoup affectée psychologiquement. En tout cas, pendant presque un an, j'ai été à essayer déjà juste de comprendre ce qui s'était passé. Je suis pas du tout dans le milieu parisien. Et donc, le milieu parisien a sa propre vie, les gens se rencontrent, ils font des manifs ensemble, etc. Et moi, je suis assez isolée. Donc, l'Internet était le bel endroit pour militer pour moi. Et c'est un peu ce que la crise Covid avait permis, en forçant finalement les gens à être sur Internet, sur le milieu virtuel. Et donc, juste d'être dans des événements et que les gens viennent me raconter, il y a telle personne qui a dit ça sur toi. J'étais très en colère quand j'ai entendu ça. De commencer à recevoir des copies d'écran, de discussions où il y avait des mensonges qui étaient des rumeurs. De découvrir des outils informatiques qu'on m'avait enlevés, tout ça. C'était vraiment une période compliquée et surtout, je comprenais pas ce qui se passait. C'est-à-dire que je voyais que je recevais de l'exclusion. Je voyais à peu près pourquoi, parce que j'avais émis des opinions assez fortes à un moment. Et je sentais qu'il y avait une façon de me mettre hors d'état de leur nuire, j'ai envie de dire. Mais par contre, je ne voyais pas ce qui se passait. Et je continue à recevoir des témoignages encore de ce qui s'est passé, quoi. Donc pendant un an, j'étais un petit peu à côté et je me suis posé la question, est-ce que si tu n'es plus dans cette organisation ou dans ces organisations, est-ce que les gens t'accordent encore leur confiance? Est-ce que cette opération pour te nuire, pour t'isoler, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les gens te voient encore comme quelqu'un qui peut apporter de la valeur ajoutée au mouvement? Est-ce que tu es encore respecté? Ou est-ce qu'ils ont réussi à détruire aussi ta réputation? Est-ce que les gens se méfient de toi? Est-ce que les gens veulent plus être associés à toi? C'est des grosses questions. Et pendant un an, je me les suis posées. Et quand j'ai commencé à vouloir revenir, là, c'est ma santé physique qui allait pas. Je me suis effondrée, mon immunité s'est effondrée.
et j'ai vécu ce qu'on pourrait dire un Covid long, pour résumer, Ah ouais. avec énormément de pertes fonctionnelles, de pertes cognitives. Et pendant plus de 10 mois, j'ai été dans l'impossibilité de lire un livre ou voilà, de m'impliquer, de structurer des choses. Donc j'étais vraiment, j'essayais de suivre ce qui se passait, mais j'étais pas en mesure vraiment de produire du contenu. J'ai eu des petites bulles, des moments où on m'a invité à Montpellier, où ça m'a fait beaucoup de bien, où j'ai revu des militants qui avaient vécu des choses comme ce que j'avais vécu. J'ai pu participer à un film porno avec Anouchka. Voilà, il y a eu des petites bulles comme ça à l'intérieur de cette année-là, qui est 2024, ou la formation avec Nous Toutes en décembre 2023. Première formation où on a outillé Nous Toutes un petit peu sur le sujet TDS. Et donc, ça m'a permis, moi, de continuer à être un peu active, un peu visible, mais j'arrivais plus à faire beaucoup d'autres choses que juste d'être présente sur des événements où ce serait facile d'intervenir, si on veut. C'est des événements qui te nourrissaient quand même. Ah bah oui, je reste quand même quelqu'un d'assez sensible. Tu sais, tu me dis que tu m'as découvert à Lyon et moi, je suis envie de dire « Oh, mais c'était quand? Mais c'était comment ?» Et ça me fait du bien de voir ça, d'autant plus dans la reconstruction post-harcèlement. Ok. Parce que avant ça, j'avais absolument pas besoin d'être rassurée sur ces choses-là. Et en fait, de savoir que je peux encore être utile, que mes connaissances sont encore… Voilà, c'est pas pour la gloire personnelle, mais c'est pour moi savoir que dans mon sentiment d'accomplissement, qu'il y a des gens qui apprécient ce que je produis, que ça leur est utile. Ça me fait énormément de bien. C'est une des façons pour moi d'être heureuse à travers toute cette violence, à la fois extra et intra-communautaire, à laquelle on s'expose quand on est militant TDS. Bah, je pense que c'est le moment de présenter l'association Tulia. Je pense que c'est la bonne transition là. Bon, déjà, donc, quand je me suis retrouvée au Stras, moi, mon objectif, c'était plutôt d'aller faire du travail de fond. Donc, de sortir des documents qui aideraient les gens à mieux riposter sur le terrain des idées, de créer des infographies ou de partager avec des créateurs de contenu, faire de la vulgarisation. Donc, les mêmes choses que je faisais avec l'autostop, avec le voyage alternatif, je voyais que ça, c'était quelque chose qui pouvait me nourrir et que je pouvais faire à long terme dans le secteur du TDS, dans le militantisme TDS. Et donc, c'était déjà une partie de mon projet. Au départ, je pensais le faire au sein du Stras et j'ai travaillé à créer le secteur formation du Stras. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais grosso modo, on essayait de développer un peu un kit clé en main, des vidéos d'auto-formation pour permettre aux gens de s'auto-éduquer, d'être un maximum autonome, ou pour permettre à des TDS d'aller animer des moments de formation. On se faisait souvent demander d'intervenir dans des écoles d'EduSP, de travail social, pour avoir une parole TDS. Donc en général, quand on sollicite des TDS, c'est pour témoigner. Et c'est comme si nous, on ne pouvait pas avoir une expertise sur notre propre sujet, qu'on n'était pas légitime à parler au sens large. Et moi, à force de faire des ateliers avec des TDS, que ce soit dans le secteur formation ou même des réflexions plus larges sur la présence, la prise de parole dans les médias, etc. Je me disais qu'en fait, on a une bonne expertise et la plus grande difficulté qu'on a, c'est ce sentiment de légitimité, la clarification de où on parle et comment on peut s'exprimer en tant que TDS. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire de la montée en compétences, c'est ce que j'adore faire. Donc, Tulia, le projet de Tulia est né dans ce contexte-là. Donc, Tulia, c'est une association de documentation, de sensibilisation, de formation à terme, même si le secteur formation n'est pas ma grande priorité maintenant. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que je discutais avec la coordinatrice de Projet Jasmine. On était en train de se faire un petit repas. Mediapart venait de m'interviewer sur le parcours de sortie et comme quand je passe à Paris, moi, j'ai pas de logement là-bas. On avait fait ça dans les locaux de Médecins du Monde, près de Picpus. Et du coup, nous, on allait au resto et il y a un moment où on parlait des différentes assos communautaires. Parce que moi, je voulais faire une asso communautaire, donc à majorité de TDS dans la direction de l'association, dans la prise de parole. Et en fait, on parlait de Griselidis, on parlait de Cabiria. Voilà, c'est des noms d'associations qui ont repris des figures mythiques ou des personnages historiques. Et c'est une tradition qu'on fait, voilà, pour faire reconnaître un petit peu notre histoire. Et là, moi, j'ai tilté, mais ça pourrait s'appeler Tulia, parce que Tulia, c'est la première courtisane, en tout cas dans le milieu occidental, à avoir été publiée. Et donc, il y a des textes qui ont été publiés par Tulia d'Aragona, qui était italienne avant la formation de l'Italie, pour le coup, qui a été à la cour des Médicis et qui a été une poétesse et une philosophe et qui a publié, donc, il y a d'ailleurs un de ces textes qui est une fiction, un dialogue fictionnel de philosophie
qui s'appelle De l'infinité d'amour, qui a été traduit en français, donc. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, Tulia, on a un nom un peu féminisé, que je trouvais bien dans le cadre d'une asso qui a dominante, voilà, quand même, de métiers féminisés. Et ça permet de montrer un personnage aussi important dans l'histoire pour avoir été publié. Elle a même vécu un procès parce qu'elle refusait de porter le foulard des courtisanes, le tissu jaune qui identifiait les courtisanes. Donc il y a eu un procès là-dessus où voilà, ils ont jugé qu'elle était poétesse et non pas courtisane. Voilà, et de la putarchie quand on y pense. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez documenté et je trouve ça cool d'avoir ce personnage historique un peu comme marraine de la connaissance sur le TDS. Et donc maintenant, qui ça compose je viens de créer il y a les documents d'adhésion il y a quelques jours et j'étais toute contente de dire on est rendu à 7 personnes. Malheureusement, on n'arrive pas à ouvrir de compte en banque, donc qui dit pas de compte en banque dit pas de compte Hello Asso. Donc ça viendra. Mais ça a été créé assez récemment. J'ai acheté le nom de domaine Tulia un peu avant, il y a peut-être 2 ans. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai acheté tulia.fr après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'autres Tulia très connus avec lesquels il pourrait y avoir des difficultés. Et quand j'ai eu cette conférence formation avec nous toutes en décembre 2023, on m'a dit à la fin de la conférence, mais est-ce que tu pourrais pas nous donner tous les trucs que tu as mentionnés dans ta présentation? Est-ce que tu vas nous envoyer un mail avec tous les liens? Moi, quand on m'a dit ça, je fais oui, pas de problème. Et sauf que je me rends compte, j'ai mentionné énormément de trucs et je m'adressais pour la première fois vraiment à beaucoup de féministes. Il y avait 200 personnes inscrites, il y avait 100 personnes qui se sont pointées. Ça avait été une forte audience quand même de personnes qui s'identifient féministes. Et je me suis dit, je vais les étourdir de matériel. Je vais leur montrer qu'il y a vraiment plein de choses. On n'est pas ce petit lobby proxénète de 4 Pékin qui sont toujours les mêmes militants. Il y a vraiment plein d'assauts. Il y a vraiment des gens très crédibles, des recherches. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, mieux vaut utiliser en ligne tulia.fr tout de suite pour mettre toutes ces références. Déjà, celles dont tu as vraiment parlé, mais rajouter aussi tout ce que tu trouves utile et qui permettra aux personnes limite de se perdre un peu dans ce contenu pour y piocher des informations et s'auto-éduquer. Et c'est vraiment venu comme cette idée on me demande toujours, mais il n'y avait pas tel truc sur le TDS, toi qui es la documentaliste, Wikipédia, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu peux me retrouver tel truc? Et du coup, je me suis dit, ce serait bien que je ne sois plus le goulot d'étranglement, l'endroit où s'arrête et que si je suis pas fonctionnelle, si je vais pas bien, personne ne leur répond de toutes ces connaissances. Je me suis dit, voilà, publie tout ce que tu sais et au fur et à mesure qu'on te demande des ressources, publie-les sur le site et comme ça, il y aura cette masse de ressources déjà. Donc, c'est comme ça qu'est née vraiment la première action de Tulia, de documentation et de sensibilisation, sa première page principale, juste en disant le mieux est l'ennemi du bien. N'essaie pas de faire un truc parfait, mais déjà en ligne ça, et on verra après. Et après, tu recruteras d'autres personnes sur des projets. Et effectivement, quand j'ai commencé à aller mieux, donc cette année, dans les derniers 4 mois, on va dire, là, il y avait déjà une base beaucoup plus importante que ce que j'avais imaginé au départ. Et on a enregistré l'assaut, déposé en préfecture, et il y a commencé à y avoir des gens qui m'ont contacté en disant je vois ton travail, je trouve ça génial, comment est-ce que je peux y contribuer, comment est-ce que je peux rejoindre Tulia. Je dois remercier aussi Manon Lila, qui est ma partenaire d'écriture, qui n'est pas forcément dans Tulia maintenant, avec laquelle j'avais travaillé donc à l'époque des confinements. Nous, on a fait ce qu'on avait appelé les apéros chiffres. En fait, je me suis rendu compte, on se rendait compte, nous, qu'il y avait énormément de désinformation sur le TDS, surtout quand on voyait les chiffres qui étaient balancés de partout, les statistiques. Et moi, comme je commençais à accumuler de la connaissance, on me contactait en disant, mais c'est quoi les vrais chiffres? Et c'est hyper dur de répondre à cette question. Donc, nous, on a commencé déjà par démonter les faux, ce qui nous a permis d'apprendre. Donc, on faisait ces apéros où il y avait nous deux, on essayait d'inviter des gens, mais honnêtement, les gens, ils rentraient pas dans notre délire de cette façon-là. Parce qu'on était extrêmement focus et on était là imagine une conversation comme là, toi et moi, ce qu'on a. Et on est devant nos ordi chacun, devant des Google Docs ouverts, où on essaye de retrouver, de remonter à la source des informations qu'on nous donne. Et on est à fond sur le truc et on est en train de remonter les sources. On arrive en 1917 en Californie du Sud. Et pour une statistique qui est utilisée en France en 2020-2021. Et du coup, on se dit, mais
c'est osé, mais ils savent pas, c'est obligé, ils savent pas. On buvait un petit verre comme ça de convivialité, c'était des moments de recherche intense, et quand une personne avait découvert un truc, le filon qui s'ouvrait derrière, et c'était génial et à travers toutes ces recherches, ben voilà, on découvre des sources, on découvre des personnages importants. Et donc, nous, on avait analysé donc trois faux chiffres, notamment l'âge de début de la prostitution, qui était annoncé comme étant de 13 à 14 ans, le taux de suicide, de tentative de suicide chez les escort girls, c'était plus le chiffre que Manon, sur lequel elle avait travaillé, l'espérance de vie, entre 34 et 41 ans, l'espérance de vie moyenne d'une prostituée, voilà, pour reprendre un peu la terminologie. Donc, nous, on a travaillé sur ces faux chiffres et on a découvert que d'autres personnes l'avaient fait, des sociologues notamment, sur la prostitution. Et à l'époque, il y avait le livre TDS qui était en création, le livre TDS, témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe. Moi, j'étais en contact avec Tan dès le début. J'avais écrit un témoignage pour ce livre en 2019. Voilà, quand ça a été publié, ma vie avait déjà beaucoup changé. Mais à l'époque, on a dit, si vous voulez, Tan m'avait dit, votre travail, ça pourrait peut-être être valorisé dans le livre TDS. Et là, je me demandais comment on pourrait faire ça, mais en même temps, ça nous a forcé à faire un travail de synthèse, à vulgariser tout ce qu'on avait à faire. Et donc, même une fois qu'on a fini de faire ce travail sur les faux chiffres, il fallait quand même dire, c'est quoi les vrais, c'est quoi nos difficultés à obtenir de la connaissance. Et on s'est retrouvé aussi à écrire toute la partie un petit peu plus, c'est quoi le TDS, c'est quoi la putophobie, c'est quoi le droit du TDS. Et vraiment, c'est avec Manon que j'ai rêvé d'un monde où on arrivait à vulgariser, à donner des outils pour les TDS qui souhaitaient comprendre le contexte, leur situation, leurs contraintes et l'histoire derrière aussi de nos luttes. Et c'est ce qui m'amène maintenant avec Tulia à travailler sur 1975, la révolte des prostituées qui ont occupé les églises en France. Et j'ai un kiff total. Je découvre des personnages hauts en couleur, des histoires géniales. Et c'est trop bien de pouvoir partager ça parce qu'on n'a pas de victoire dans notre métier, dans notre travail de militant. On voit la violence, on voit les difficultés et les victoires politiques, il y en a vraiment très peu. Et donc de voir la niaque et la combativité des personnes qui sont venues avant nous et que cette histoire n'a pas été bien transmise, n'a pas été écrite, ça donne vraiment envie de la partager. Tulia a des projets et chaque projet a un petit peu ses partenariats potentiels. Donc là, le premier qu'on a signé, c'est un partenariat avec un projet dit ANR, Agence nationale de la recherche. Donc c'est un projet institutionnel universitaire. C'est une personne de la faculté de droit de Saint-Étienne. Il faut savoir que moi, je suis intervenue plusieurs fois dans des facs de droit, à Chambéry, à Nancy, notamment, à Lille. Et là, on avait été mis en relation donc avec ces personnes de la fac de droit de Saint-Étienne qui souhaitaient porter un projet ANR et ça s'est développé avec donc la Fédération Parapluie Rouge et Tulia est devenue partenaire. On n'était même pas encore constitué officiellement qu'on était déjà partenaire. Et je dis on parce que au départ c'est effectivement moi qui fais le lien, mais mon objectif c'est de recruter d'autres personnes pour travailler à ce projet ANR, ce projet de recherche participative et assurer des paroles TDS, des projets TDS au sein de cette recherche. Et on a déjà donc 2 ateliers sur lesquels on est en train de travailler sur un lexique du TDS qui soit fait avec des linguistes et avec des chercheurs qui ont déjà travaillé sur le TDS dans leurs recherches passées. Et le but, c'est de faire un peu une cartographie lexicale de ce que les gens utilisent et ce qu'ils n'ont pas envie qu'on utilise. Pourquoi personne en situation de prostitution, on n'aime pas ça? Pourquoi personne prostituée, est-ce qu'il y a des personnes qui acceptent qu'on parle comme ça d'elles-mêmes ou est-ce que la plupart des gens sont contre? Moi, je peux parler pour moi et pour les personnes avec qui je parle, mais d'avoir un topo plus large dans la communauté, d'essayer de faire un inventaire des mots utilisés et des mots qu'on déteste et de comprendre pourquoi, ça va nous donner la légitimité d'expliquer aux journalistes pourquoi c'est pas OK de parler de nous de telle façon, pourquoi on préfère tel type de vocabulaire. Et les journalistes, mais aussi les académiques, les gens qui font de la recherche, mais aussi les politiques. Ça va nous donner un outil comme ça. Donc, le but, c'est de créer un outil et le projet ANR m'a permis un petit peu de démarrer ceci. Et on fait partie d'une consultation aussi qui a pour but de faire un état du droit et un projet de loi qui pourra permettre au TDS d'avoir une loi élaborée par eux et avec eux, qui puisse être peut-être portée ensuite par les militants au niveau politique. Et qui soit au plus près quand même des gens que ça va concerner. Donc il y a déjà ces premiers partenariats qui sont posés. Le reste à écrire. Moi, ça dépend vraiment des gens qui viennent s'impliquer à Tulia, parce que je veux vraiment que ce soit une association et non pas juste
pas quelque chose que je porte ou que je sois seule. Et donc, à mesure que des gens vont s'impliquer, il y a déjà plusieurs chercheurs qui ont adhéré. Je travaille notamment avec la sociolinguiste Dominique Lagorgette qui a écrit Pute, histoire d'un mot. Voilà, elle me donne un coup de main sur tout ça, mais on veut aussi valoriser, par exemple, dans leurs bouquins, pour écrire ces bouquins, les gens font des bibliographies énormes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une bibliographie un peu plus unifiée des différents chercheurs qui ont bossé sur le sujet pour faire une méga bibliographie pour favoriser d'autres recherches sur le TDS, aider des chercheurs à trouver des ressources qu'ils n'avaient pas trouvées, aider les recherches indépendantes, aider des étudiants qui sont eux-mêmes TDS à aller faire des masters et des doctorats sur le sujet. Donc, c'est un petit peu ce que j'entrevois comme possibilité avec Tulia. On a rejoint, là, il y a quelques jours, le réseau européen de recherche ESWORM, porté par ESWA. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et après, est-ce que ce sera des partenariats institutionnels au-delà de ça? À voir. Moi, je travaille déjà comme consultante pour un groupe associatif. Je veux dire, tout ce qu'on fait, de toute façon, il est gratuit et en accès libre. Moi, j'ai pas envie de créer des outils qui restent enfermés. Je veux créer des outils. Si je crée un outil pour une association, j'ose espérer que cet outil puisse être utilisé pour sensibiliser d'autres associations, d'autres acteurs. Que ça puisse être une base qui soit reprise, modifiée, bonifiée, mise à jour par d'autres personnes. Parce que je ne veux pas être cantonnée qu'à ce qui me sollicite. J'espère pouvoir créer des choses qui vont au-delà de ça. Et c'est un peu ce que je porte à l'intérieur de Tulia dans nos possibilités de partenariat. Comment, si moi, en tant que TDS, je veux contribuer à Tulia, je peux faire? Déjà, il y a moyen d'aller sur le site de tulia.fr et de regarder ce qui est là. Et notamment la page Qui sommes-nous, qui indique un petit peu les différents projets que j'ai abordés. Et qui permet d'avoir un peu une idée des choses à faire sur lesquelles on n'est pas en train de travailler en ce moment. Donc, si jamais il y a une expertise, par exemple, nous, notre site, c'est un WordPress. En ce moment, il faut réussir à le rendre plus accessible. Bon, il faudrait bien que quelqu'un s'y mette. Moi, je suis dans d'autres urgences avec les différents projets actuels. Donc, voilà, en regardant les choses dont on a besoin, il y a peut-être des idées de choses. Que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que des personnes qui veulent contribuer activement en tant que membres actifs, il faut qu'ils aient une petite idée de ce qu'ils peuvent faire et qu'ils soient un peu autonomes dans cette contribution. Donc ça, c'est pour la partie vraiment de dire je contribue. Vous pouvez aussi m'envoyer de temps en temps des ressources qui sont pas sur la page Tulia. Ça, vous pouvez me l'envoyer à moi directement, il n'y a pas de souci. Ça fait vraiment plaisir si c'est des ressources que vous trouvez pertinentes. Et quand on aura un compte en banque, on aura un compte Helloasso. Et là, on pourra contribuer financièrement à l'association. On veut faire du contenu, on va acheter des comptes Zoom, Canva, voilà, des trucs comme ça. Les dépenses. Pour le moment, je souhaite qu'on soit pas trop sur les demandes de subventions, des genres de trucs très institutionnalisés, qu'on garde notre liberté, notre agilité. On veut aller au centre d'archives Grisy-Réal en Suisse. Il y aura des déplacements à payer, voilà, ce genre de trucs qui, à terme, d'avoir des petites contributions financières vont alléger les personnes que nous sommes qui essayons en ce moment de tout faire avec notre argent du cul. Donc, à terme, il y aura sans doute des campagnes pour des adhésions de soutien, pour nous donner un petit coup de main, même si vous n'avez pas l'intention de vraiment être membre actif. Si vous avez des espaces virtuels, si vous avez des réseaux sociaux, si vous avez des sites, c'est aussi de parler de l'association, de faire des liens vers le site pour qu'il soit plus référencé. Parce que pour l'instant, il n'est pas très bien référencé. J'ai pas fait mon travail de blogueuse, mais à terme, il le sera. Et le plus vous en parlez, le plus il y a déjà du trafic qui vient vers le site et que les gens le connaissent et en parlent, le mieux il va être référencé aussi. Ça contribue à ça. De le partager, ça ferait plaisir. J'aimerais quand même profiter de ce moment parce qu'il y aura des TDS qui nous écoutent, des personnes qui exercent ou qui ont exercé le travail du sexe. Et je pense que vos paroles sont importantes et je pense que c'est important de pouvoir vous entendre au maximum. Et il faut pas avoir cette impression de dire il y a quelques militants, il faut être parfait, il faut être génial, il faut savoir exactement de quoi on parle pour en parler. Je pense que on contribue à cette espèce de mosaïque de toutes les possibles. Je pense que c'est déjà grandiose en soi. Et donc, je vous invite toutes les personnes qui souhaitent contribuer d'une façon à le faire, en fait, et de pas vous laisser coincer par ce manque de légitimité, cette sensation de pas être suffisamment représentatif. Parce que nos ennemis politiques, des abolitionnistes ou des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent, elles n'hésitent pas à en parler très fort. Et donc, si je peux vous aider de quelconque manière que ce soit, si Tulia peut vous aider de quelconque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter et ça me fera plaisir, avec sans doute beaucoup de retard, de vous répondre et d'essayer de vous donner des outils.
Avant de conclure, je te propose une dernière chose. Alors, ça s'appelle l'instant photo. Je vais te présenter des photos et l'idée, c'est que tu réagisses dessus. Donc, la première photo, c'est celle-ci. Oh, Annie Sprinkle. Je pense que c'est un monument du post-porn et des luttes, à l'époque on disait pro-sexe. Et je n'ai pas encore beaucoup vu ce qu'elle a fait. Voilà, j'ai regardé un de ses pornos qui avait beaucoup marqué, hein, Inside Annie Sprinkle. Et on est amis sur Facebook. Et je suis toujours aussi impressionnée par sa vitalité et son approche, même si je suis pas entrée du tout dans l'écoféminisme, qui a été un peu plus sa direction après le militantisme TDS. Mais je sais qu'elle a repris notamment les archives de Carol Leigh, qui est la militante qui a inventé l'expression travail du sexe, Scarlett Harlot. Donc c'est un monument, cette personne, pour le mouvement pute, notamment nord-américain. Je suis admirative, même si je connais pas toute son œuvre, je suis très admirative. C'est un monument. Et on passe à la deuxième photo. Riley 90 ans, traversée des États-Unis, rien à foutre. Bah voilà, mes souvenirs s'estompent un petit peu, mais effectivement, à l'époque, quand j'écrivais sur le stop, j'avais envie de donner plein de modèles différents. C'est-à-dire que il y avait déjà cette tendance, tu sais, avec mon leadership accidentel, il y avait déjà cette tendance à dire oui, mais elles, tu sais, c'est des personnes spéciales, elles font ces choses-là, et moi, j'y arriverai pas. Et ça, pour moi, c'est pas une démarche que je trouve acceptable, parce que c'est le contraire de ce que j'essaie de faire déjà de base. Moi, j'essaie de me rapprocher des personnes que j'admire, mais pour faire une chaîne de transmission et pour aussi donner à des personnes qui me disent ah bah j'admire ce que tu fais. Ça sert à rien l'admiration, sinon ça sert absolument à rien si ça sert pas à ce que les gens puissent trouver une façon eux-mêmes de faire des choses dans la direction de ce qu'ils admirent. C'est un peu comme ça que je le perçois. Et donc, j'avais vraiment essayé de trouver plein de modèles de personnes qui vivent des aventures. Et là, c'est un petit peu la même chose. Je suis trop contente de partager plein de modèles de militants, militantes, d'espaces de résistance, de moyens de résistance depuis les années 70 jusqu'à maintenant dans le milieu TDS. Et je pense que chacun peut trouver sa place avec des actions à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Et on va passer à la dernière, celle-là. Et boy, c'est un concept juridique, moral, qui sert à contrôler principalement les femmes et les nains, visiblement. Je dis ça à cause de la jurisprudence sur le lancer de nains, qui définit la dignité humaine. Et c'était très drôle parce que quand j'ai cherché des infos sur la dignité au sens juridique, la dignité humaine, j'étais tombée sur une interview du nain en question qui était allé jusqu'à, qui avait fait une lutte et on lui avait opposé la dignité humaine et il disait, mais en plus, je vois pas pourquoi les prostituées seraient plus dignes que moi qui me fais lancer, pour mon travail. Et il a dit ça quelques années avant que les luttes TDS se fassent recaler ici au Conseil constitutionnel sur la base de la dignité humaine. À toutes les fois où je vois le terme dignité mobilisé, c'est vraiment pour du contrôle de la sexualité, du contrôle des femmes. Et je pense que c'est pas un concept qui nous est utile, c'est vraiment un concept qui nous est opposé. Et ça m'énerve. Ce qui est indigne, c'est pas tant le travail du sexe, c'est les conditions dans lesquelles les personnes se retrouvent à en faire, soit parce qu'ils vivent une vie indigne de pauvreté, soit parce que les lois les cantonnent à l'isolement et à des conditions de travail absolument indignes. Et c'est quelque chose que j'ai dit sur Blue Sky il y a quelques jours en plus. Vous êtes là à nous parler de dignité humaine pour nous empêcher de faire du travail du sexe, mais pourtant la pauvreté extrême c'est indigne. Et les mêmes personnes qui nous disent votre travail il est indigne, ce sont des personnes qui fabriquent l'indignité de la pauvreté. Si on veut vraiment lutter contre une soi-disant indignité du travail sexuel, c'est comme la pauvreté indigne qu'il faut lutter vraiment.